Bonjour à tous, aujourd'hui Animusique vous propose de partir en voyage. Vous avez immanquablement un tas de beaux souvenirs télévisés. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblerait ceci si vous aviez grandi dans un autre pays? C'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir au travers de cette émission. Et aujourd'hui, direction le Japon. Tout d'abord, ne perdons pas les bonnes habitudes et voyons à quoi ressemble la télévision au Japon. C'est le 1er février 1953 qu'apparaît la première grande chaîne de télévision nippone. Son nom, vous le connaissez sûrement, puisqu'à l'image de la BBC au Royaume-Uni, elle est reconnue pour ses programmes de qualité, la télévision publique NHK. Elle sera suivie la même année, le 28 août, par la première chaîne privée, NTV, ou Nippon Télévision. En 1955, le 1er avril, une seconde chaîne privée fait son entrée, TBS. Puis viendra NET, pour Nippon Educational Television, le 1er novembre 1957. Comme son nom l'indique, il s'agit normalement d'une chaîne éducative. Je dis normalement puisqu'elle aura du mal à suivre cette ligne directrice, si bien qu'elle sera renommée en 1977 TV Asahi. 1957 toujours, lancement du Fuji TV, dont l'imposant siège se situe aujourd'hui à Odaiba, et que vous avez peut-être pu visiter si vous vous êtes rendu au Japon. 1959, NHK lance sa deuxième chaîne, à vocation éducative. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle va bien fonctionner et ses programmes rencontraient un large public. Enfin, en 1964, c'est l'arrivée de TV Tokyo. Nous avons donc ici un paysage essentiellement composé de télévision commerciale, souvent liée à de gros groupes de presse. Et sauf la NHK, ces chaînes ne sont pas diffusées sur la totalité du pays. En effet, le système de télévision japonais ressemble un peu à celui en vigueur aux USA, avec de grosses chaînes qui fournissent des programmes par filiation plus ou moins importante à moult antennes régionales. On comptait ainsi en 1981 116 sociétés privées de télévision au Japon. Toutes les grandes chaînes sont concentrées dans la région du Kanto, qui regroupe 7 préfectures, dont Tokyo. Vous n'aurez donc pas accès au même programme si vous vous trouvez à Tokyo ou à Hiroshima. En tout cas, pas exactement sur la même chaîne et au même horaire. Maintenant que le tableau est posé, commençons notre exploration des programmes jeunesse de la télévision japonaise. Les dessins animés Made in Japon vont attendre un peu avant d'arriver sur les écrans nippons, une petite dizaine d'années. En attendant, les petits japonais eurent droit à de nombreux programmes de marionnettes, comme cette coproduction avec les USA, les nouvelles aventures de Pinocchio en 1960, des programmes éducatifs et des productions américaines, notamment des séries produites par les studios Hanna-Barbera. L'animation japonaise existait déjà au cinéma, mais a mis un peu plus de temps à arriver en télé. La première trace d'un programme régulier d'animation japonaise date de 1957. Mais Manga Shock, c'est son nom, n'était composé que de sketchs animés pas vraiment destinés aux enfants. Contrairement à Mole Adventure, en 1958, court-métrage diffusé sur Nippon TV qui a servi de test à l'utilisation de la couleur, qui arrivera au Japon en 1960. La révolution n'arrivera donc que 10 ans après le début de la télévision au Japon, en 1963. Mais n'allons pas trop vite. Si les Japonais n'avaient pas encore les moyens de réaliser des séries d'animation, rien ne s'opposait aux séries avec acteurs. Ainsi, en 1958, un héros masqué file à toute allure, lunettes de soleil et turban orné d'un croissant de lune lui recouvrant le visage. Gekko Kamen arrive sur TBS pour lutter contre le mal. Réalisé avec les moyens du bord, ce Zorro japonais à l'identité secrète va remporter un gros succès tout au long de la diffusion de ses 130 épisodes. Le thème de la série sera vendu à plus de 100 000 exemplaires et son audience atteindra parfois les 40%. Cette série va poser les bases d'un genre qui va devenir très présent et faire partie intégrante du paysage audiovisuel japonais et des séries pour enfants, le tokusatsu. Gekko Kamen reviendra dans les années 70 dans une série animée et un film sera également dédié en 1981. The Moon Masked Rider. Évidemment, un tel succès ne pouvait qu'engendrer d'autres séries du même genre. Ainsi, le 3 juin 1959 débarque Nanahiro Kamen, le héros aux 9 visages. Avec un budget confortable et tourné comme un film de cinéma, Toei, qui produit le programme, espère réitérer le succès de Gekko Kamen. La série atteindra une audience de 23% sur la chaîne NET. Elle mettra notamment en vedette un dénommé Shinichi Shiba qu'on retrouvera à partir de 1960 dans les 26 épisodes du Messager d'Allah et qui deviendra une figure incontournable du cinéma d'action japonais. Toei proposera également, parallèlement à des productions destinées au cinéma comme Prince Planet, une autre série qui remportera surtout un gros succès au Brésil, National Kid.
avant d'entamer la partie dédiée au boom de l'animation à la télévision, une petite parenthèse sur les programmes destinés aux tout-petits. Principalement diffusés le matin avant l'école, on peut en citer 2 à la longévité exceptionnelle. Tout d'abord, Okasan Toisho, diffusé sur la NHK depuis 1959 et encore à l'antenne aujourd'hui. Fuji TV voulant la concurrencer, lança en 1966 Mamoru Asobo Pin Pon Pan, qui sera diffusé jusqu'en 2008. On retrouvera souvent dans ce type d'émission les fameuses mascottes si chères au public japonais. Je vous propose à présent de nous arrêter à ces fameuses années 1963. Celle qui va marquer un bouleversement et enclencher une révolution. Et c'est dès le premier jour de cette nouvelle année que, traversant les cieux, le premier grand héros animé japonais, Tetsuwan Atom ou Astro Boy, fait son entrée à la télévision sur Fuji TV à 18h15. Né en 1952 de la plume de celui qu'on considère comme le dieu du manga, Osamu Tezuka, Astro va affoler l'audience et passer de 27% pour son premier épisode à plus de 40 quelques semaines plus tard. Tezuka, qui a fondé le studio d'animation Mushi Pro pour produire cette coûteuse série, a développé pour elle un nouveau modèle, l'animation limitée. Si pour produire une seconde d'animation on réalise normalement 24 images, ici c'est la moitié qui sera utilisée, réduisant donc énormément les coûts de production de la série. Cette méthode fera école et deviendra la norme au Japon. En effet, le succès d'Astro va enclencher une dynamique et de nombreux studios vont dès lors s'intéresser aux médias télé. Cette année 63 marquera donc le début de la production à échelle industrielle de ce qu'on appellera les animés. Suivant aussi le modèle initié par Mushi, c'est dans la majorité des cas des adaptations de manga qui vont être privilégiées, limitant ainsi les risques d'un succès puisque les personnages ont déjà largement fait leurs preuves auprès du jeune public. A noter qu'Astro Boy avait déjà été adapté pour la télévision en 1959, toujours pour Fuji TV en live action. Totalisant 65 épisodes et ayant remporté un certain succès, Tezuka avait pourtant trouvé cette série par trop éloignée de son œuvre originale, et l'animation lui permettra donc d'offrir enfin aux téléspectateurs sa vraie vision du personnage. Osamu Tezuka produit aussi dans l'optique d'exporter ses séries aux États-Unis, ce qu'il réussira à faire avec Astro. Mais le public américain étant déjà passé à la couleur, il suivra la tendance quand il se décidera à adapter un autre de ses mangas, Jungle Tatai, en 1965 et qui deviendra alors connu sous le titre de Léo, le lion blanc, et sera aussi la première série régulière en couleur diffusée au Japon. Il y aurait 1 milliard de choses à dire sur Osamu Tezuka, qu'on peut sans peine comparer à un Disney japonais. Mais je vous invite, si son œuvre vous intéresse, à lire l'un des nombreux ouvrages lui étant consacrés. Comme je vous le disais, le succès de Tezuka attisera les convoitises, et sera le point de départ pour la création d'autres studios d'animation. Ainsi, à peine quelques mois plus tard apparaissent TCJ, qui deviendra Heiken, et Toei Animation. Ce dernier, qui produisait alors pour le cinéma, va devenir un acteur incontournable de l'animation télévisée. Suivront les années suivantes Tatsunoko Productions, Tokyo Movie Shinsha, Zuyo, qui deviendra Nippon Animation, et tant d'autres jusqu'à nos jours. Les séries d'animation sont diffusées généralement entre 18h et 20h30, mélangées avec des programmes de type tokusatsu, où il y en avait encore dans les années 60 des productions américaines. Très rapidement, la concurrence devient un moteur de la programmation des chaînes de télévision au Japon. Il n'est ainsi pas rare dès les années 60 de voir un programme changer de case horaire ou son nombre d'épisodes prévus raccourci face à un concurrent un peu trop performant. Ceci étant dit, je vous propose maintenant d'avancer année par année jusqu'en 1969 et de découvrir ces programmes en essayant d'être le plus exhaustif possible et en nous arrêtant sur les plus emblématiques.
Mushi-Pro participera à cette série de marionnettes pour NHK en 1963 en réalisant quelques scènes d'animation. Alors qu'Astro est en cours de diffusion et qu'un premier studio concurrent lance ses premières séries, ce sera DCJ avec Tetsujin 28 et 8 Man. Okami Shonen Ken sera la toute première série animée de Toei Animation. On y retrouve à la réalisation de quelques épisodes un certain Isao Takahata qui fondera plus tard le célèbre studio Ghibli en compagnie d'Hayao Miyazaki. On a déjà parlé de cette série mettant en scène un groupe de super ninjas qui passionnera les téléspectateurs durant 130 épisodes, mais pas de cette production du studio P Productions qui réalisera bientôt quelques tokusatsu marquants. Toei lance sa deuxième série animée alors que TMS, qui deviendra un acteur qui compte, débute sa longue carrière avec une adaptation d'un manga de Tezuka, Big X. Les animés produits par TCJ se ressemblent beaucoup dans leur thème à cette époque. Les héros d'espace sont à la mode et même si Toei apporte une touche fantaisiste, on est dans le même registre. Un peu comme dans Uchujin Pipi avec ce petit extraterrestre animé par les studios Mushi. Et l'année 1965 se poursuivra ainsi de héros en héros, dont Space Ace, première série animée de Tatsunoko Productions. Fort heureusement, Mushi continue de cultiver sa différence, tant esthétique que qualitative, avec une série plus originale. TMS de son côté va frapper un grand coup avec Obake no Kyutaro qui va faire exploser l'audience de plus de 30%. On en a parlé, 1965 c'est l'arrivée de la couleur avec le classique Jungle Tatai de Tezuka. Et pour finir l'année, Toei se la joue originale avec une série aux accents très américains. Le dimanche 2 janvier à 19h, la chaîne TBS commence la diffusion d'une nouvelle série effets spéciaux, Ultra Q. Tout d'abord pensé comme une sorte de Twilight Zone à la japonaise, rapidement l'équipe de héros du programme se retrouvera confrontée à la menace de divers monstres. Ce sera un gros succès d'audience avec plus de 30% en moyenne par épisode. 2 semaines après la fin du 28e épisode, une nouvelle série se passant dans le même univers la remplace. Son nom, Ultraman. Sous la houlette de Eiji Tsuburaya, comme l'était Ultra Q, ce nouveau héros va devenir plus qu'iconique. Venu de la nébuleuse M78 et alors qu'il poursuivait un monstre spatial, Ultraman va malencontreusement provoquer la mort d'Ayata, un membre de l'équipe d'enquête scientifique spéciale. Il va alors fusionner avec lui pour le sauver, et Ayata pourra dès lors faire appel à lui quand la situation l'exigera.
Culminant au plus haut jusqu'à 42% d'audience, TBS compte bien ne pas laisser partir son héros. Malheureusement, les délais de production et le budget alloué ne permettent pas à Tsuburaya d'aller au-delà de 39 épisodes. C'est donc Toei qui récupérera la casse durant 6 mois avec la série Captain Ultra, qui n'a cependant rien à voir avec Ultraman malgré le nom, avant qu'un nouveau héros ne fasse son entrée, Ultra Seven, qui sera la première suite de la franchise des Ultra Series, qui se poursuit encore aujourd'hui. Difficile de trouver des images sur Robotan, série humoristique qui connaîtra un remake dans les années 80 chez TMS. Rainbow Sentai Robin est la première collaboration entre Toei et le très prolifique mangaka Shotaro Ishinomori, qui révolutionnera quelques années plus tard la télévision japonaise. Les genres commencent à varier en 1966. Toei nous invite dans le monde de la piraterie alors que Pepro explore celui du sport, pendant que TCJ continue encore et toujours à proposer des super-héros de l'espace. Adaptation d'un manga d'Osamu Tezuka, il s'agit là 3 semaines avant Ultraman de la première série Tokusatsu entièrement en couleur à la télévision japonaise. Connue à l'international sous le titre de Marine Boy, la série en couleur revient de façon régulière après la diffusion de 3 épisodes l'année précédente. Tsuburaya reste dans le registre des monstres pour NHK avec cette série enfantine mettant en scène un gentil kaiju. Sunny la petite sorcière est à double titre un événement, puisqu'il s'agit de la première série animée pour filles et de la première série en couleur de Toei Animation, bien que la couleur n'arrivera qu'à partir de son 18e épisode. En 1967, Mushi cartonne toujours, notamment avec son adaptation des aventures de Goku qui va atteindre jusqu'à plus de 31% d'audience. C'est aussi une année plus diversifiée, les super-héros animés commencent à se faire rares. Mac Go 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 emmène les téléspectateurs dans des courses futuristes alors que le mini-héros Paman commence sa longue carrière chez Tokyo Movie Shinsha. King Kong et Oya Finger Tom ont la particularité d'être des coproductions entre les USA et le Japon. Elles seront diffusées en combo sur net le mercredi à 19h30. Comet est une sorte de Mary Poppins. La série deviendra très populaire au Mexique et reviendra à la fin des années 70.
L'année 67 verra aussi l'arrivée de plusieurs séries tokusatsu, dont la première suite d'Ultraman, Ultra Seven. Tirant son inspiration des yokai, des monstres du folklore japonais, Gegege no Kitaro va devenir un classique, avec de nouvelles séries produites au fil des décennies. Kyojin no Oshi, produit par TMS, commence sa diffusion de ses pas moins 182 épisodes en cette année 1968. On peut la considérer comme le premier classique animé ayant le sport comme thème. Réalisant des scores d'audience jusqu'à 25%, au début des années 70, un super-héros nommé Spectreman viendra cependant lui faire de l'ombre, et ses audiences tomberont alors à 10%. Cyborg 009, un autre animé adapté d'un manga de Shotaro Ishinomori, arrive sur net. Toei avait déjà pu tester la série avec 2 films d'animation sortis les 2 années précédentes. TCJ, après avoir surexploité le thème des super-héros, va se lancer dans des récits plus japonais qui mettront en scène des héros dans le Japon médiéval, comme Sasuke, le petit ninja qui remportera un franc succès, allant jusqu'à 20% d'audience. Prenons la suite de la sorcière Sally, Ako-chan est elle aussi une magicienne. Elle a le pouvoir, grâce à son miroir magique, de prendre l'apparence de qui elle veut. Cet objet magique permettra aussi à Toei de lancer du merchandising sur la série. Dépassant son aîné dans le cœur des petites filles et avec des audiences allant jusqu'à 28%, elle assurera la continuité de ce qu'on appellera les séries de Magical Girl, qui allaient perdurer de longues années chez Toei Animation. Des séries un peu plus violentes commencent à apparaître, à l'instar de ce classique de Toei mettant en scène un catcheur nommé Tiger Mask. Tatsunoko se lance aussi dans la bagarre avec sa série connue à l'international sous le titre de Judo Boy. Et si vous voulez savoir si elle a marché au Japon, sachez que son audience moyenne fut de 11,8. Moyen donc. Moretsu Atalo est l'exemple parfait de la série purement japonaise, très populaire dans l'archipel nippon, mais qui aurait peu de chances de séduire un public occidental. Alors que le nouveau filon des héros du passé continue d'être exploité, une série toute mignonne va arriver sur les écrans de Fuji TV, Moomin. Adaptée d'une histoire finlandaise, elle va tout d'abord être confiée à TMS qui laissera la main à Mushi au bout des 26 premiers épisodes. 1969 marque aussi l'arrivée de la plus longue série d'animation au monde, Sazae-san. Chronique d'une famille japonaise, l'anime est aujourd'hui encore diffusé et peut même se targuer d'être celui qui reste encore le plus regardé au Japon.
主人様よEnfin, TMS close cette année avec une série qui sera amenée à devenir également un classique et provoquera un engouement pour le volleyball Attacker No. 1, avec des audiences allant de 20 à 27%. La force de l'animation japonaise est de traiter de presque tous les thèmes, et cette force elle le doit avant tout au manga dont elle adapte les histoires. Ainsi, à l'image des mangas, l'animation est devenue une véritable industrie, terme qui pourrait être jugé péjoratif, mais qui dans le cas présent semble pousser les auteurs déjà mus par une passion ardente à se dépasser pour proposer des histoires sortant du lot et réussir à surprendre toujours plus des lecteurs et téléspectateurs avides d'images. La majorité des mangas passent par des magazines de prépublication mensuels ou bien souvent hebdomadaires. Les tirages de ces magazines vont monter crescendo jusqu'aux années 90 et sont tellement impressionnants qu'aucun autre type de journal au monde ne pourrait arriver à leur niveau. De la taille d'un boutin de téléphone des années 80, pour ceux qui en ont connu, ce sont donc des dizaines de mangas sérialisés qui sont proposés chaque semaine sur du papier de type recyclé. Les lecteurs votant pour leur série préférée qui sortent ensuite en volume relié et sont, s'ils sont très populaires, adaptés pour la télévision en animé. Les plus connus de ces magazines se nomment Weekly Shonen Jump, Weekly Shonen Sunday, Weekly Shonen Magazine pour les garçons ou Margaret et Girlfriend pour les filles. Chacun d'entre eux abritant des auteurs prolifiques et des œuvres qui marqueront le temps. Ces magazines existent encore aujourd'hui pour la plupart, mais leur tirage est largement revu à la baisse comme tous les journaux papier dans le monde depuis l'avènement du numérique. Les grands succès télévisés de la décennie 70 qui va arriver vont pour la plupart trouver leur inspiration dans les pages de ces magazines. Après Osamu Tezuka ou Fujiko Fujio, une nouvelle génération d'artistes est déjà prête et de nouveaux héros vont arriver qui marqueront aussi durablement les esprits que ceux de la décennie qui s'achève. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons très bientôt. En attendant, je vous dis, Animusique des Matai Imasho. Boku no miru yume wa himitsu da yo. Dare ni mo iwanai himitsu da yo. 赤いマントひらひら馬を飛ばす王